Il est 20h40, heure locale. Dans une caserne de Dhahran, en Arabie Saoudite, des soldats américains jouent aux cartes. Un réserviste du 14e Quartermaster Detachment, spécialiste de la purification d'eau, vient de ranger son équipement. Il est arrivé ici il y a 6 jours. Dans 12 secondes, il ne saura plus jamais marcher normalement. À quelques kilomètres, une batterie du système Patriot scrute le ciel. Elle est allumée sans interruption depuis plus de 100 heures. Ses opérateurs n'ont reçu aucune alerte claire. Pour eux, le bouclier est infranchissable. Mais ce soir-là, le bouclier va regarder au mauvais endroit. Pas à cause d'un missile invisible, à cause d'une erreur d'arrondi. Une erreur minuscule, accumulée heure après heure, jusqu'à devenir mortelle. Nous sommes 15 jours plus tôt, le 15 février 1991. Le président George H.W. Bush est chez Raytheon, le constructeur du Patriot. Il déclare, sourire aux lèvres, « All told, Patriot is 41 for 42. 42 Scuds engaged, 41 intercepted. » 41 sur 42, un taux d'efficacité quasi divin. Sauf que ce chiffre, le président ne le doit pas à des données de combat indépendantes. Il le doit à l'armée elle-même. Et l'armée, à ce stade, n'a pas encore vérifié ses propres enregistrements. George H.W. Bush, 66 ans, ancien directeur de la CIA, pilote de la coalition contre Saddam Hussein. Pour lui, le Patriot est une arme politique autant que militaire. Il incarne la promesse d'une guerre propre, chirurgicale, où la technologie américaine protège ses soldats. Problème, le Patriot n'a jamais été conçu pour ça. À l'origine, dans les années 70, le Patriot était pensé pour l'Europe, abattre des avions soviétiques ou des missiles de croisière volant à Mach 2. Pas des missiles balistiques lancés d'Irak filant à Mach 5. Pour s'adapter, l'armée a modifié son logiciel en urgence. Mais l'ordinateur de conduite de tir, lui, date des années 70. Sa capacité de calcul est limitée et surtout, son horloge interne comporte une fragilité cachée. Voici le problème. Pour suivre un Scud, le Patriot prédit où il va être à l'instant suivant. Il calcule une zone de recherche, le range gate. Si cette zone se décale, le radar regarde à côté. Et le décalage vient d'une erreur d'arrondi. Le système mesure le temps écoulé avec une précision insuffisante. Quelques millionièmes de seconde d'écart, répétés en boucle, finissent par tout décaler. Plus la batterie tourne longtemps, plus l'erreur grossit. Le 11 février 1991, soit 14 jours avant Dhahran, l'armée américaine reçoit une alerte venue d'Israël. Les forces israéliennes, qui utilisent des enregistreurs de données, contrairement aux Américains, qui craignent que ces enregistreurs ne plantent le système, constatent un décalage de 20% du range gate après seulement 8 heures de fonctionnement continu. C'est le premier signal. Il est clair, documenté, transmis, il déclenche une réaction. Le 16 février, une version logicielle modifiée est publiée. Le 21 février, un message est envoyé aux utilisateurs. Il dit sobrement que de très longues durées de fonctionnement peuvent décaler le range gate. Mais il ne précise pas ce qu'est une très longue durée. Et il n'impose pas de redémarrage systématique. À Dhahran, ce message arrive. Mais dans le bruit de la guerre, dans la confiance aveugle dans le Patriot, personne n'en mesure la gravité. La batterie Alpha Battery continue de tourner 100 heures, 120 heures. L'erreur, elle, ne cesse de croître. Le 19 février 1991, 6 jours avant l'attaque, le 14e Quartermaster Detachment arrive à Dhahran. Ce sont des spécialistes de l'eau, pas des combattants, des réservistes pour la plupart. Parmi eux, Angela Betton, une jeune spécialiste. Dans quelques jours, elle aura une jambe fracturée par l'explosion. Elle dira plus tard « If you speak the name, you'll never forget who they are ». Ils sont logés dans un bâtiment qui sert aussi de caserne. À proximité immédiate, la batterie Patriot. Pour eux, c'est une assurance vie. Personne ne leur a dit que ce bouclier a une date de péremption, mesurée en heures de fonctionnement. Revenons à la technique. Le Patriot Project Office sait, depuis le 11 février, que 8 heures de fonctionnement continu créent un décalage de 20%. À 20 heures, selon leurs propres responsables cités plus tard par le GAO, le décalage atteint 50%. À partir de ce seuil, le système ne suit plus du tout le Scud. À Dhahran, le 25 février, la batterie tourne depuis plus de 100 heures. L'erreur est désormais énorme. Quand le missile irakien Al-Hussein pénètre dans la zone couverte par le radar, le Patriot ne le voit pas au sens où on l'entend. Il ne le cherche pas au bon endroit.
La prédiction de trajectoire est fausse. 20h30, Dhahran. Dans la caserne, la routine. Certains soldats écoutent la radio, d'autres dorment déjà. À quelques centaines de mètres, les opérateurs Patriot n'ont aucune alerte rouge. Leurs écrans affichent un ciel vide. À 20h40, le missile irakien frappe la caserne. L'explosion souffle les murs. Le feu se propage instantanément. Le bilan dans les heures qui suivent, 28 morts, 110 blessés hospitalisés, 150 autres avec des blessures mineures. Parmi les 28 tués, 13 appartiennent au 14e Quartermaster Detachment, l'unité d'eau arrivée 6 jours plus tôt. C'est la perte la plus lourde subie par une unité alliée pendant toute l'opération Tempête du désert. Angela Benton a survécu. Elle a été évacuée sur Landstuhl, puis sur Walter Reed. Elle a appris à remarcher. Des décennies plus tard, elle participe aux commémorations. Elle répète « Si tu prononces leur nom, tu n'oublies jamais qui ils étaient ». Le Congrès américain adoptera une résolution en l'honneur des 28 soldats tués à Dhahran. Le 14e Quartermaster Detachment aura son monument. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la mémoire. Le 25 février 1991, à 20h40, 28 soldats sont morts parce qu'un système a regardé au mauvais endroit. Le missile fantôme n'était pas irakien, il était dans le code. Si vous avez aimé cette enquête, abonnez-vous et partagez ce nom, Dhahran. Parce que tant qu'on se souvient de l'erreur, on peut espérer ne pas la répéter.